Je vais donc laisser la parole à Monsieur Patrick Ebel, conseiller jeunesse et sport à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Jura. Bien, bonjour tout le monde. Et merci, bonjour tout le monde. Alors, je m'excuse par avance de la façon dont je vais intervenir. Je ne vais pas pouvoir faire autre chose que lire mes notes parce que ma maîtrise du sujet évolue chaque jour. Elle est meilleure aujourd'hui qu'hier, mais elle est moins bonne aujourd'hui que demain. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre cette intervention à travers le document qui vous a été donné, le résumé de 85 lignes, parce que j'ai fait une lecture un peu rapide et j'ai confondu 4,5 avec 85. Donc, vous avez la chance d'avoir de quoi suivre l'intervention dans les documents qui vous ont été donnés. Alors, j'appuie. Merci. Dans un premier temps, un rappel des notions de responsabilité civile, pénale et administrative. Alors, si je me souviens bien, vous avez ces définitions sur le document, je ne vais pas les répéter. Ces trois responsabilités se traitent sur des tribunaux différents, respectivement, évidemment, civils, pénaux et administratifs. Et à chaque fois, il est possible de faire appel. Ce qui me semble intéressant, c'est de dire que même si les tribunaux ne peuvent rendre que des arrêts de règlement, c'est-à-dire s'appuyer sur des textes, l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif implique que tout n'est pas dans les textes. Le jugement, l'appréciation du degré de responsabilité est imprégné des valeurs de la société et de celles de ses magistrats. La jurisprudence précise la façon dont les textes sont appliqués. Et avec des formulations comme toute personne raisonnablement prudente, on pourrait faire un tour ici pour savoir ce que veut dire raisonnablement prudent. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes définitions. Des risques prévisibles et normaux. Des actes de nature à compromettre la tranquillité publique, qui me semblent un peu différentes selon qu'on habite à Saint-Germain-les-Arlais ou dans une tour d'un quartier populaire de Bondy. Des conditions normales d'utilisation ou la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, qui évidemment va dépendre de la connaissance que l'on a du milieu. Eh bien, ces notions-là sont forcément à interpréter, et elles sont interprétées, appréciées au cas par cas par les magistrats. Dans tous les cas, la recherche de la responsabilité civile, pénale ou administrative débute par la recherche d'un préjudice, réel ou potentiel, d'un acte et d'un lien de causalité entre les deux. Je ne vous apprends rien en la matière. La responsabilité civile se partage financièrement. Plusieurs responsabilités peuvent être trouvées entre les différentes responsables de faute, et la responsabilité civile s'assure. La responsabilité pénale ne se partage pas et ne s'assure pas. Personne ne va en prison à ma place, personne ne paye l'amende à ma place, en France. Dans un deuxième temps, j'ai essayé de me demander quelles sont les responsabilités de gestionnaire d'espaces naturels. Alors, je vous le présente dans le document que vous avez en 4 étapes, que j'ai simplifié par la suite en 2. Dans un premier temps, au personnel. Le fait d'emmener des personnes organisées et encadrer une visite guidée, de leur faire découvrir un milieu, dans un espace naturel à des fins d'information et d'éducation, implique de la part du gestionnaire une obligation de moyens dont le contenu peut être listé. Vous en avez la liste dans le document. Alors, cette liste est une liste qui s'applique au départ aux activités sportives, parce qu'il me semble que les situations sont tout à fait comparables. Cette liste déjà importante n'est pas forcément exhaustive, et le guide juridique accueil des personnes dans les espaces naturels n'indique pas de jurisprudence retenant la responsabilité civile d'un gestionnaire dans une sortie encadrée. Néanmoins, un parallèle peut être utilement fait avec l'évolution de la jurisprudence sportive, au sujet de laquelle M. Jean-Pierre Vial, docteur en droit, spécialisé dans le contentieux des accidents sportifs, écrit « D'un côté, la Cour de cassation s'entête à vouloir maintenir l'obligation de moyens et s'emploie de l'autre à en faire l'antichambre de l'obligation de résultat, soulignant ainsi que les exigences en termes de moyens sont de plus en plus importantes. Comme si les tribunaux souhaitaient ne pas rajouter au préjudice moral, corporel, doloris de la victime, le préjudice financier, et chercher quelqu'un pour payer ce préjudice financier. Cette obligation de moyens devient une obligation de résultat dans 3 cas. Le premier, dont on ne parlera pas, la vente de forfaits touristiques. Et le deuxième, lorsque les personnes sont inactives ou lorsqu'elles utilisent un matériel qui les rend inactives. Par exemple, elles sont dans un petit train électrique qui permet d'accéder du parking à l'espace naturel. Dans le train, il est hors de question que la personne qui organise ce transport rende les gens en mauvais état à l'arrivée. Il y a une obligation de résultat pour qu'ils soient dans le même état au départ qu'à l'arrivée.
Alors un exemple de la Cour de cassation du 18 décembre 1995. Une personne participant à une promenade organisée par une association s'avance jusqu'à l'entrée d'un château en ruine, sur un pont en bois, malgré l'interdiction d'entrer à l'intérieur de la propriété privée. Le pont s'effondre et la personne tombe dans les douves. La victime a engagé une double action, à l'encontre du propriétaire et à l'encontre de l'association organisatrice de la visite. Le premier jugement ne retient pas l'obligation de réparation. Mais la Cour de cassation casse le jugement, estimant qu'avant de rejeter la demande en réparation, il convenait de rechercher 1. Si la faute de la victime était imprévisible et insurmontable pour le propriétaire gardien du pont. Autrement dit, si le gardien du pont n'aurait pas dû se douter que quelqu'un, malgré le panneau, allait quand même franchir le pont et qu'il allait forcément tomber et que donc il aurait dû faire quelque chose pour empêcher la personne de ne pas respecter l'interdiction. Et dans un deuxième temps, si l'association qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée n'avait pas manqué à son obligation d'avertir les participants du danger constitué par l'état du pont. Attention, le pont est pourri, c'est marqué, mais je vous le rappelle quand même. Le deuxième point, c'est d'avoir la garde de choses ou d'animaux. Avoir la garde signifie en avoir l'usage, la direction et le contrôle. Par exemple, le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, le 9 juin 2011, sur un alpage du Vercors, propriété du Conseil général de la Drôme, un couple de randonneurs circule sur un sentier de grande randonnée. Le couple progresse vers le troupeau, près des bêtes. L'un des 4 chiens présents mord la dame au mollet. Le propriétaire est reconnu responsable en responsabilité civile, coût des réparations 6 178 €. Par exemple, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, le 27 novembre 2015, un couple de randonneurs suisses est attaqué par plusieurs vaches sur un sentier de randonnée balisé en direction du Reculay, Haute-Chaîne du Jura. Le sentier traverse une pâture clôturée. Le propriétaire est reconnu responsable en responsabilité civile, coût total des réparations 95 000 €. C'est l'assurance qui paye, évidemment. Ensuite, la responsabilité du haut des propriétaires, du haut des gestionnaires en tant que gardiens du milieu naturel ou des aménagements réalisés. Dans tous les cas, cette responsabilité de gardien du milieu ou de l'aménagement est juridiquement très engagée. C'est une responsabilité sans faute directe en tant que gardien de la chose. Alors un exemple, jugement de la Cour de cassation du 29 mars 2018, un vacancier s'était grièvement blessé en plongeant dans la rivière de la plage du camping où il était hébergé. Il estimait que le propriétaire de la plage était responsable de son accident, du fait que les lieux ne faisaient l'objet d'aucune signalisation concernant la baignade ou l'interdiction de sauter ou de plonger. La Cour de cassation a jugé que la victime avait commis une faute d'imprudence en plongeant à nouveau dans la rivière alors qu'elle connaissait les lieux, qu'elle savait que l'eau était trouble et peu profonde, tout en ayant consommé de l'alcool dans des proportions importantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez le cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient se baigner, il est sous, il plonge, il ne voit pas clair, il plonge une fois, ça se passe bien, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, il replonge, et là, il se fait mal. Alors, il se fait mal, c'est-à-dire qu'il se casse une vertèbre, quand même, c'est pas rigolo. Ce qui est intéressant, c'est que seul le fait que la victime ait replongé, sachant l'eau trouble et peu profonde, a exactement permis au tribunal d'exonérer la responsabilité des propriétaires en considérant que c'est un cas irrésistible, extérieur et imprévisible. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas possible d'être bête à ce point, on ne peut pas s'y attendre, si je dis les choses de façon un peu triviale. Tribunal de grande instance de Toulouse, le 14 avril 2016. La FFME, Fédération française de la montagne et de l'escalade, et son assureur Alliance sont condamnés à réparer le préjudice subi par un couple de grimpeurs lors de la chute d'un bloc de rocher sur la falaise d'escalade de la commune de Vingros. Cette falaise faisait l'objet d'une convention de gestion qui transfère la garde de la falaise à la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Coût des réparations 1 181 767 €. Recours de la FFME contre la commune de Vingros qui n'a pas été retenu au motif que la garde est la garde. Alors, dans le cas d'un aménagement du domaine public, le propriétaire ou le gestionnaire doit prouver l'entretien normal et l'absence de vices de conception ou de réalisation. Par exemple, le Cour administrative d'appel de Douai le 27 juin 2006, chute d'une branche d'arbre. La commune a apporté la preuve du bon entretien du domaine public, dont l'arbre est la dépendance. C'était le 30 mai 2003, le jeune Roland, âgé de 14 ans, a été mortellement blessé par la chute d'un arbre d'une branche de frêne alors qu'il se trouvait sur le domaine public de la commune, à proximité du camping municipal. L'expert, pour que la commune puisse montrer qu'elle a bien fait les choses, elle a fourni un rapport d'expert, un diagnostic phytosanitaire et un rapport de l'ONF sur la santé du frêne. La demande de réparation du jeune
qui a été mortellement blessé, enfin de sa famille plutôt, pardon, a été rejeté. Je souhaite donc bon courage aux gestionnaires d'îlots de vieillissement. Évidemment, ce tableau est un peu noir. Encore faut-il que cette responsabilité soit recherchée. Cette occurrence apparaît rare, mais marquante quand elle survient. Tous les gestionnaires de falaises d'escalade conventionnés n'ont pas leur responsabilité engagée un rocher tombe, parce qu'il y a peu de rochers qui tombent. Et d'un autre côté, si on prend l'exemple de la voie normale du Mont Blanc, qui est traversée par le couloir du Goûter, il y a une traversée que la voie d'ascension du Mont Blanc traverse obligatoirement, et il y a énormément de chutes de pierres, 102 décès dans les 10 dernières années. Il n'y a, à notre connaissance, pas de recours contre la municipalité de Chamonix ou de Saint-Gervais pour mauvais entretien de la montagne. Troisième point, de quelle façon peut-on s'exonérer de sa responsabilité? Alors, on a vu que le fait de la victime n'est retenu que si son comportement est imprévisible et irrésistible. La force majeure, elle doit être par définition extérieure, imprévisible et irrésistible. Par exemple, Cour administrative de Lyon le 13 mai 1997 sur l'inondation du camping suite à une crue du Grand Bornand. Une catastrophe naturelle n'est pas forcément un cas de force majeure, puisqu'elle peut être prévisible. L'acceptation des risques. La théorie est abandonnée par la jurisprudence. L'idée que les pratiques, notamment sportives, supposent que les pratiquants acceptent les préjudices possibles n'est plus retenue par les tribunaux. Ainsi, les décharges de responsabilité ne valent juridiquement rien. Les exonérations aux limitations légales. On peut faire référence très rapidement à l'article L365.1 du Code de l'environnement qui invite le juge à prendre en compte l'environnement naturel pour juger de la responsabilité du fait des mesures de police. Alors, je ne vais pas vous le lire, je ne me souviens plus s'il est sur le document que vous avez. L'article L214.12 du Code de l'environnement qui exonère les riverains des cours d'eau non domaniaux au titre des dommages subis par les personnes qui circulent sur des engins nautiques de loisirs non motorisés, qui les exonère sauf en raison de leurs actes fautifs. C'est-à-dire que la responsabilité sans faute n'est pas retenue, mais par contre que s'il y a un acte qui est véritablement fautif, la responsabilité civile sera retenue. Et je voudrais attirer votre attention également sur la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, proposition de loi du 31 janvier 2018 qui a été adoptée par le Sénat, mais qui n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale, qui indique « Les dommages causés à l'occasion d'un sport de nature ou d'une activité de loisir ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l'espace, du site ou de l'itinéraire dans lequel s'exerce cette pratique pour le fait d'une chose qu'il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l'article L1242 du Code civil. » Donc on a la même idée de faire reconnaître dans la législation que le propriétaire d'un site n'est pas forcément tenu responsable des accidents qui s'y déroulent du fait de l'espace dont il est le gardien. Et que, par là, les personnes qui entrent dans ce site naturel acceptent une part de risque. Alors, cette proposition de loi qui remplace, il y a un seul article, remplacerait l'article L365.1 du Code de l'environnement, mais n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Le gouvernement, a priori, attend une réforme plus générale de la responsabilité civile pour pouvoir aller dans ce sens. Le fait d'un tiers, dans les façons de s'exonérer de sa responsabilité, le fait d'un tiers est à rapprocher du transfert de la garde de la chose entre le propriétaire et le gestionnaire, d'où l'intérêt de conventions qui précisent qui fait quoi. Un point qui n'est pas indiqué dans le document que vous avez est ce que j'ai appelé l'aggravation pénale. L'article 121.3 du Code pénal stipule qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre. Il stipule également qu'il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ce texte est de nature à condamner pénalement les porteurs de responsabilité sans faute. C'est pour ça qu'un alinéa a été rajouté qui précise que la responsabilité des auteurs indirects, responsabilité sans faute, est limitée à une faute qualifiée, c'est-à-dire délibérée ou caractérisée, et pas une faute automatique. Alors, sauf pour les personnes morales, on va rentrer là dans des considérations un peu trop techniques. En conclusion, l'assurance responsabilité civile et l'assurance juridique sont nécessaires. Je n'ai pas
eu le temps de développer ce point, ni les compétences d'ailleurs, mais les compétences se cherchent. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Ebel.